Venons-en donc immédiatement aux résultats officiels du premier tour des élections législatives. Emmanuel Macron voulait une clarification. Eh bien, le Rassemblement national arrive largement premier avec 33% des voix. Le nouveau Front populaire est à 28%. La majorité présidentielle ensemble à 21%. Les LR et divers droites à 10%. Le RN est donc le grand gagnant. Il confirme sa poussée jusque dans des circonscriptions qui ne l'avaient encore jamais placé en tête, notamment en Bretagne. Sophie Chevalreau, Tara Lagoutte et Brieux-Gorchy. Une terre historiquement de gauche qui, pour la première fois, a voté majoritairement pour le Rassemblement national. Au marché de Concarneau, beaucoup se disent satisfaits. Je suis content du résultat, parce qu'il faut que ça change. Je pense que les Français, vu ce qui se passe dans le monde et en France également, on ferait mieux de s'occuper de nous, plutôt de s'occuper des autres pays déjà. Des électeurs aussi séduits par le programme sécuritaire de l'extrême droite. Moi, déjà pour la sécurité, tout ça, tout ce qu'ils proposent, pour moi, ça valait le coup. Ici, dans la 8e circonscription du Finistère, le RN a rassemblé plus de 30% des voix, soit presque 2 fois plus qu'au premier tour de 2022. On a viré notre coiffe, on est partis tous au Front National. Yves a donné sa voix au RN pour la première fois, un vote sanction contre le président Macron. Les gilets jaunes, les 49.3, les retraites, enfin tout. Toujours été de gauche depuis que je suis né. Et puis là, quand la bande Macron est arrivée, allez hop. Christian aussi votait jusqu'ici à gauche et a fait le grand saut. Ras-le-bol de ce qui s'est passé avec les autres, c'est tout. Voilà. Ils nous ont tous déçus. Ouais. Et donc maintenant ? On essaye le dernier choix. À l'annonce des résultats hier soir, militants et sympathisants laissent éclater leur joie. Jamais le parti n'avait rassemblé autant de voix à des élections législatives, plus de 10,5 millions. En comparaison au premier tour de 2022, c'est plus de 6 millions d'électeurs supplémentaires. Désormais, le RN a un objectif, affiché par les députés élus à leur arrivée au siège du parti ce matin, obtenir la majorité absolue à l'Assemblée. Les calculs sont bons. Vous êtes confiant ou pas ? Très. Nous allons travailler à obtenir la majorité absolue parce que c'est nécessaire pour le pays. Bonjour Monsieur Bardella. Jordan Bardella va même plus loin. Je tends la main à tous les électeurs de droite, du centre, mais aussi de la gauche raisonnable qui ne veulent pas voir Jean-Luc Mélenchon devenir le Premier ministre de la France. Une réunion du bureau exécutif se tient actuellement pour définir la stratégie en vue du second tour. Et ce matin, Jordan Bardella a aussi demandé à Jean-Luc Mélenchon de débattre avec lui. Le leader des Insoumis répond qu'il est d'accord sur la nécessité d'un débat, mais qu'il n'y participera pas. Il renvoie vers les dirigeants de LFI. Voyons maintenant dans les différents camps tout ce qu'il faut retenir de ce premier tour. C'est avec Baptiste Guéné. Les résultats du premier tour sont tombés. En mauve sur cette carte, les circonscriptions où le Rassemblement national et ses alliés arrivent en tête, soit dans 297 d'entre elles, c'était seulement 110 en 2022. Les grandes villes et leurs centres résistent quant à elles à l'extrême droite. À Paris, Bordeaux, Lyon, Montpellier ou Rennes, c'est le front de gauche qui remporte les suffrages. La coalition est première dans 159 circonscriptions, contre 195 pour la NUPES aux précédentes législatives. Le parti présidentiel, quant à lui, dégringole. 70 de ses députés arrivent premiers, bien loin des 202 en 2022. Certains candidats peuvent déjà crier victoire. 39 députés de l'extrême droite et 32 du nouveau Front populaire obtiennent plus de 50% des voix. En tout, 76 députés sont élus. Dès le premier tour, il n'était que 5 en 2022. Enfin, pour le deuxième tour, les résultats dessinent 306 triangulaires, 5 quadrangulaires et 190 duels. Ces chiffres sont susceptibles d'évoluer en fonction des désistements dans la semaine. Autre enseignement majeur de ce premier tour, la participation très élevée, plus de 66%, c'est presque 20 points de plus qu'en 2022. Et cela entraîne énormément de triangulaires, 306 contre 8 seulement il y a 2 ans. Reste à savoir qui va se désister maintenant et combien il y en aura vraiment. Les candidats ont jusqu'à demain soir 18h pour se déclarer en fonction des consignes données par les différents partis. Et là, il y a fort à dire. Marie Chantré et Serge Joux. Dans plusieurs villes de France hier soir,
Comme ici à Paris, ils sont des milliers à manifester contre le RN, arrivés largement en tête au premier tour. Avec dans la foule, ces appels nombreux à faire barrage au parti de Marine Le Pen. Alors, quelle position adoptent les partis? Quelles consignes? Quelles lignes dans chaque camp? À gauche, conformément à ce qu'ils avaient annoncé au premier tour, la consigne est claire, le désistement dans les circonscriptions où le RN est en tête et où un candidat de gauche est troisième. Nulle part, nous ne permettrons au RN de l'emporter, et c'est pourquoi, dans l'hypothèse où il serait arrivé en tête, tandis que nous ne serions qu'en troisième position, nous retirerons notre candidature. Traduction sur le terrain, par exemple, le candidat insoumis dans la circonscription du Calvados, qui devait affronter l'ancienne première ministre Elisabeth Borne, se retire. Dans la majorité présidentielle, des consignes à géométrie variable et pas toujours très claires. Prise de parole tardive du Premier ministre, un message, pas une voix au RN, et en cas de triangulaire... Cela passera par le désistement de nos candidats, dont le maintien en troisième position aurait fait élire un député Rassemblement national face à un autre candidat qui défend comme nous les valeurs de la République. Mais ce désistement s'appliquera-t-il à un candidat LFI? Ce sera du cas par cas, en fonction du profil du candidat, explique l'Élysée. Traduction sur le terrain, la candidate Ensemble dans la Somme, arrivée troisième, annonce hier qu'elle se désiste en faveur de l'insoumis François Ruffin. Je fais une différenciation entre les adversaires politiques et les ennemis de la République. Une différenciation que tous ne font pas dans la majorité. Ce sera Nini pour Édouard Philippe. Aucune voix ne doit se porter sur les candidats du Rassemblement national, ni sur ceux de la France insoumise. À droite, les Républicains en position difficile rejettent le barrage pour le second tour. Pas de consigne à droite donc. Je crois qu'aucun candidat n'est propriétaire des voix des gens qui lui ont fait confiance. Et de préciser néanmoins sur notre plateau... J'ai dit que le danger qui guette notre pays aujourd'hui, c'est l'extrême gauche avec laquelle vous avez fait alliance, monsieur Faure. Tous les partis ont un peu plus de 24 heures pour finaliser leur position. Les candidatures doivent être déposées en préfecture au plus tard, demain à 18h. Et cette multiplication des consignes de vote nous amène à nous poser cette question cruciale. Que vont faire les électeurs? Vont-ils suivre ce que demandent les partis? Vont-ils écouter les grands appareils ou bien voter comme ils l'entendent? C'est ce qu'on cherchait à savoir ce matin. Kélian Yousfi, Laurence Claude-Pierre et Théo Verel dans le Bas-Rhin. Pour le second tour, connaissez-vous bien les consignes de vote? Non, je sais pas. Non. J'ai pas vraiment suivi, je vais voir cette semaine-là. C'est parfois un peu ambigu. Je pense qu'il y a encore un peu des guéguerres. Dans cette circonscription du Bas-Rhin, le Rassemblement national est arrivé en tête d'une triangulaire avec 33% des voix. En consultant le journal ce matin, déception pour cet électeur du nouveau Front populaire. Sa candidate est arrivée troisième et la consigne est claire, faire barrage contre le RN. C'est une bonne chose. Pourquoi c'est une bonne chose, monsieur? Parce qu'on s'inquiète. Vous choisissez quoi, monsieur? Candidat présidentiel. Ouais, un peu à contre-cœur, j'imagine. Oui, on n'a pas de choix. Bernard, lui, a lu le même journal dans le même bureau de tabac. Mais à cet électeur qui n'a voté pour aucun des partis qualifiés, ne lui parlez pas de consigne de vote. Non. Pourquoi? M'impose pas. Non, parce que c'est pas mon avis est personnel. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour qu'il me dise ce que je dois faire. En Alsace, 11 candidats sur 15 du Rassemblement national sont arrivés en tête. Face à ce résultat inédit, 3 candidats du nouveau Front populaire ont déjà annoncé leur retrait. Une décision saluée par les électeurs rencontrés ce matin. Il faut bien qu'un se retire. Le moins bon, il faut qu'il se retire. Voilà. Si on veut gagner, il faut trouver quelque chose. C'est une action responsable. Bon, je pense que ça se joue au cas par cas, selon la proximité avec les députés sortants. Pour André, qu'importe les appels des leaders politiques, au second tour, il votera blanc comme au premier. Oui, voter blanc, oui, parce qu'aucun des candidats ne me convient. Je trouve que ce qu'ils avancent, ce qu'ils proposent, c'est pas tenable. Donc ni l'un, ni l'autre, ni les trois. Comme André, un peu moins de 600 000 Français ont déposé un bulletin blanc hier. Et regardons maintenant ces deux cartes qui nous montrent combien la coalition Ensemble s'effondre. En orange, les circonscriptions où la majorité présidentielle est arrivée en tête au premier tour, il y a 2 ans.
Puis hier soir, un net recul. Le camp d'Emmanuel Macron pourrait passer de 245 députés sortants à 60 à 90. Plusieurs ministres, vous allez le voir, se retrouvent en ballottage. Bastien Auger, Nicolas Laurent et nos équipes en région. Ce matin, ce café entre Elisabeth Borne et ses équipes ressemble à une réunion de crise. L'ancienne première ministre a beau être qualifiée, elle n'est que deuxième, derrière le Rassemblement national, alors qu'il y a 2 ans, elle était largement en tête. Ce matin, elle ne souhaite pas nous parler, mais ses électeurs cachent difficilement leur inquiétude. Vous êtes confiant pour ce second tour ? Pas trop, pas trop. Les réformes sont toujours difficiles à faire passer. Bon, peut-être des maladresses aussi du président, entre autres. Une régression généralisée à l'échelle nationale. Plus de 150 candidats de la majorité sortante sont éliminés dès le premier tour. 321 à peine sont en position de se maintenir, s'ils ne se désistent pas, une centaine de moins qu'il y a 2 ans. Ici, en Isère, cette députée sortante, arrivée 3e, n'est pas encore sûre de se maintenir au second tour. Il y a 7 ans pourtant, elle faisait 40%, 13 points de plus qu'aujourd'hui, portée alors par une dynamique qui semble loin. J'ai cru en ce projet de rassemblement de tous ceux qui voulaient travailler dans l'intérêt du pays, qu'ils soient de droite ou de gauche. On voit effectivement qu'aujourd'hui, cette idée n'est plus à la mode, mais comme il n'est pas à la mode d'être modéré, comme il n'est pas à la mode d'avoir des nuances. Et ça ne va pas mieux pour les ministres. Sur 23 candidats, 13 sont devancés par le RN ou la gauche. 5 finissent même 3e. Parmi eux, 3 ont déjà annoncé leur retrait. La ministre des Personnes handicapées, celle des Outre-mer et la secrétaire d'État à la ville, dès hier soir. Le score est sans appel. Le score est sans appel. On a mené le combat comme on a pu. On a fait face à un tsunami. À Tourcoing, le ministre de l'Intérieur est en tête, mais en difficulté, talonné par le Rassemblement national. L'ensemble des membres du gouvernement est reçu en ce moment par Emmanuel Macron pour tirer les leçons de cet échec et préciser la ligne pour le second tour. Et pour le second tour, justement, dimanche prochain, il y aura 30 duels RN-LFI. Des duels qui créent la surprise dans plusieurs circonscriptions. Alors que vont faire les électeurs? Car tous ne se retrouvent pas dans ce choix et ils se sentent perdus. À Villeneuve-d'Ascq, dans le Nord, historiquement à gauche, Marion Fiat et Max Ragazzi. Extrême gauche ou extrême droite? Le candidat de la France Insoumise avec plus de 47%. Ou celui du Rassemblement national avec plus de 21%. Ce matin, les électeurs de la 2e circonscription du Nord sont surpris par un tel grand écart et la percée de ces votes de contestation. Pour moi, c'est une catastrophe. Ça fait pleurer. Voilà. Peut-être qu'il y a trop de misère en France et que là-dessus, les gens espèrent autre chose. Mais c'est dommage. C'est terrible. Je suis triste. Voilà. Une 3e candidate propose une alternative de gauche modérée, mais on ne sait pas encore si elle se maintient en second tour. Alors pour Rola, commerçante, le choix s'annonce très difficile dimanche prochain. C'est vrai, ça va être difficile parce que dans les 2 cas, en tant que commerçante, je crois que tout va hausser, tout va suivre. Je ne sais pas comment on va faire. Traditionnellement, cette circonscription a toujours été décrochée par le PS depuis 1973. En 2017, c'est le candidat sortant de LFI qui est en tête des votes. Une bonne chose pour Moustapha, pour lutter contre la percée du RN. Enfin, l'extrême gauche s'est ralliée avec le Front populaire en la gauche. Je trouve que c'est un bon élément. Au moins, ce n'est pas le RN qui a pris le devant ici dans la circonscription. Le RN qui a totalement effacé les droites ici, avec 21,89% des voix. Mais aucun de ses électeurs n'a souhaité nous parler face caméra, malgré une profonde satisfaction. Pour beaucoup d'électeurs de la 2e circonscription du Nord, il reste 5 jours de campagne avant d'aller voter dimanche prochain et de prendre une décision. Les électeurs de droite aussi sont stupéfaits car dans des fiefs historiquement acquis aux Républicains, la percée du RN est forte. Le parti, en plus, sort divisé après le ralliement d'Éric Ciotti à Marine Le Pen. Nous partons au Puy-en-Velay, en Haute-Loire, avec Jeanne Cancard et Quentin Trigodet. Dans la première circonscription de la Haute-Loire, le candidat du Rassemblement national talonne Laurent Wauquiez
avec seulement 2,5 points d'écart. C'est pourtant ici le fief du président de la région, connu de tous. Là, il est passé ce matin, nous sommes au palais, il a dit bonjour aux personnes qui étaient assises en terrasse. Pour cette campagne express, Laurent Wauquiez joue justement la carte du candidat local, en opposition avec son adversaire. Dimanche prochain, chez nous en Haute-Loire, le choix sera entre notre équipe et un candidat du Rassemblement national totalement parachuté. C'est un candidat qui travaille en Belgique, qui vit à Nice et qui aujourd'hui n'a même pas pu voter en Haute-Loire car il n'est pas inscrit sur les listes électorales. Bonjour. Au Puy-en-Velay, le visage du candidat du Rassemblement national n'est pas vraiment familier des habitants. Vous, madame, vous savez qui c'est ce monsieur? Pardon? Vous connaissez ce monsieur, vous? Non, je ne connais pas ce monsieur. Nous avons été surpris du score de monsieur. Voilà. Parce qu'ici, nous sommes dans le fief de monsieur Wauquiez. Donc voilà, nous avons été surpris qu'il n'ait pas un score plus élevé. Selon Alexandre Zé, les électeurs n'ont pas voté pour un candidat, mais pour un parti qu'il représente. Je pense que ça veut dire que les gens ont compris que c'était un enjeu national avant tout. La clarté du choix, un parti, un mouvement, un chef, Jordan Bardella. Les gens comprennent qu'on ne va pas faire du neuf avec de l'ancien au niveau national. À l'échelle de la France, le parti Les Républicains sera présent dans 53 circonscriptions au second tour, contre 87 en 2022. On l'a compris, les enseignements de ce premier tour sont vraiment historiques. 76 députés ont été élus dès le premier tour, dont 37 rien que pour le RN. Plusieurs figures politiques, vous allez le voir, se retrouvent en ballottage, favorable ou non. On fait le point avec Marie Croxel, Lucas Ajdela et Noé Gandillot. Dans son bureau de Tulle, son équipe était là à la première heure. On peut peut-être organiser quelque chose de différent, permettant de remobiliser... Arrivé en tête hier soir devant la candidate du RN et celui de LR, François Hollande espérait un désistement. Mais sur cette terre corrézienne, ancien fief de Jacques Chirac, cette fois, pas de front républicain. C'est leur position, je la déplore, et je la déplore aussi parce qu'au niveau national, la seule menace qui existe, c'est celle de l'extrême droite. C'est pas la nôtre. Il aborde la triangulaire en position favorable, même si ici, le RN a doublé son score de 2022. C'est vraiment une surprise, parce que je pensais être troisième, mais pas deuxième. Et puis je suis pas quand même très loin de M. Hollande. Position plus favorable encore pour Éric Ciotti. Le président contesté des Républicains devance de 15 points le candidat Nouveau Front Populaire, dans une triangulaire où il affrontera aussi le candidat de la majorité sortante. Les Républicains ne peuvent pas s'abstenir dans ce second tour. Les Républicains doivent participer à la victoire de la droite tout entière. À gauche, les patrons de partis connaissent des fortunes diverses. Réélection dès le premier tour pour le premier secrétaire du PS. Le secrétaire national du PC, Fabien Roussel, est lui sèchement éliminé par le RN. Sur la route de la préfecture ce matin, François Ruffin sait que la partie s'annonce compliquée. Arrivé loin derrière le RN, il salue le retrait de la candidate de la majorité sortante, déterminé à faire barrage à l'extrême droite. On va lancer pour aller rechercher à la fois les abstentionnistes et tous les gens qui, dans la circonscription, refusent que ce soit l'extrême droite qui l'emporte et qui les représente à l'Assemblée nationale. En Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière, candidat banni par la France insoumise, devance la candidate officiellement investie par le Nouveau Front Populaire. Sauf désistement, le duel de second tour sera fratricide. Et bonjour Adrien Jean, bonjour, chef de notre service politique. Question très simple pour vous. Majorité absolue ou relative? Est-ce qu'on y voit plus clair à l'heure qu'il est? On y voit un peu plus clair, mais le brouillard va encore durer quelques heures, jusqu'à demain 18h, la limite pour déposer les candidatures. Alors si on se résume au moment où l'on parle, des candidats, 3 candidats sont qualifiés dans plus de 300 circonscriptions, les fameuses triangulaires. Dans la plupart d'entre elles, le RN est en tête. Si tout reste à l'identique, ça veut dire que le premier arrivé gagne. Et donc, ça facilite une majorité absolue pour le RN. En revanche, si le troisième candidat se retire, là, ça change tout. Et on peut avoir une configuration très différente, une simple majorité relative. C'est exactement ce qui se joue
en ce moment, encore il y a 1 heure, avec une ministre qui a annoncé se retirer pour faire barrage au RN. Et alors, dans ce contexte, comment faut-il interpréter le fait que finalement, le gouvernement aujourd'hui ne publie pas les décrets d'application de la nouvelle réforme de l'assurance chômage, plus restrictive? C'est vraiment ce qu'on appelle un énorme clin d'œil de la majorité sortante à la gauche, justement, qui est opposée à cette réforme, avec l'espoir donc que ça entraîne des soutiens, bien sûr. L'hypothèse d'une majorité avec la gauche, la majorité sortante, c'est ce qu'on assume à Matignon. On dit même que c'est le premier acte de Gabriel Attal dans l'esprit de future majorité de projet. Mais il faut se dire les choses, on n'y est pas encore, voire pas du tout. Effectivement, merci pour ces précisions, Adrien. Et j'ajoute qu'hier soir, plusieurs rassemblements contre l'extrême droite ont eu lieu dans plusieurs villes, à Paris, Nantes, Rennes ou encore Lyon. Ici à l'image, il y a eu quelques incidents. Des barricades avec des barrières et des poubelles ont été montées par des manifestants. Les forces de l'ordre ont été visées par de nombreux projectiles. Chez vous, si vous souhaitez retrouver tous les résultats de ces élections législatives, je vous invite à aller sur notre application TF1 Info. Vous y trouverez notamment les résultats commune par commune.